Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube, première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Valérie Lessort et Christian Eck. Bonjour. Bonjour. Vous avez monté tous les deux plusieurs spectacles, notamment 20 milieux sous les mers, Le voyage de Gulliver, La petite boutique des horreurs, Les sœurs Hilton, Je n'énumère pas tout et en ce moment, c'est Le bourgeois gentilhomme de Molière au théâtre de la place de la Porte Saint-Martin à Paris. Et vous avez reçu plusieurs Molières. Vos spectacles remportent un grand succès et vous jouez à guichet fermé. Et vous êtes co-auteur de ce livre, Jouer avec des photos de Fabrice Robin. Alors venons-en à notre entretien qui est consacré donc au changement dans la vie. Alors Valérie Lessort, vous avez grandi dans un milieu plutôt artistique. Pourquoi et comment êtes-vous devenue plasticienne et ça veut dire quoi aujourd'hui, plasticienne comme métier au théâtre? Alors effectivement, mon grand-père était réalisateur, ma grand-mère comédienne. Ma mère est toujours critique de théâtre et de danse et d'opéra, donc j'ai baigné quand même dans un milieu artistique. Mais j'ai un papa qui est extrêmement bricoleur, qui lui vendait des outils chez Facom et qui était toujours en train de traficoter des trucs dans son garage. Donc je crois que plasticienne, c'est exactement le mélange, enfin ça réunit ces deux univers, c'est-à-dire le manuel et l'artistique. Et plasticienne, ça peut être aussi bien fabrication et création de marionnettes, ou des masques, ou des prothèses, ou des costumes en volume, ou des gros décors en polystyrène, tout ce qui est en volume en fait. Et qu'est-ce qui vous a décidé à devenir plasticienne? Je crois que ça a commencé avec le clip de Michael Jackson quand j'avais 8 ans. J'ai vu Thriller et j'ai eu un choc artistique pour la première fois, toute seule comme une grande. Vous voyez, souvent on est influencé par ce qu'écoutent ses parents. Et moi j'ai vu ce clip, j'ai eu à la fois peur, mais j'ai été fascinée par les prothèses qu'ils avaient, les effets spéciaux, cette perfection de la danse. Et à la fois c'est drôle, à la fois c'est beau. Enfin, ça a été un énorme choc artistique. Donc j'ai eu tout de suite envie de faire des monstres. Après, j'avais une facilité en dessin, en sculpture, parce qu'on sculpte en fait quand on est plasticien, on modèle. Et je crois que c'est ça qui m'a décidée. Puis après, j'ai voulu aller plus loin et à devenir comédienne. Puis en fait, la mise en scène a réuni un peu tout ce que je faisais, c'est-à-dire écrire, dessiner, sculpter. Maintenant, tout est réuni dans la mise en scène. Pas que seulement plasticienne, Non. vous êtes metteuse en scène, comédienne et autrice. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai cette chance-là, ce qui est rare de pouvoir réunir tout ça. Alors vous, Christian Eck, vous n'avez pas grandi dans une famille d'artistes. Alors pourquoi et comment vous êtes devenu comédien? Ah ben ça, c'est un mystère. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai une histoire un peu atypique, moi, de ce côté-là. Déjà, au départ, moi, je suis pas un littéraire, je suis plutôt un scientifique. J'ai commencé des études, d'ailleurs, de physique à la fac. J'étais passionné par ça, les maths et la physique. Et puis, à un moment donné, dans mon parcours, à la fac, même si les matières me plaisaient, mais j'ai eu un gros moment de déprime parce que je ne me sentais pas à ma place. Et issu d'une famille bourgeoise avec père, grand-père, cardiologue, et ma mère était professeure d'éducation physique. Mais ma mère a toujours... c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai fait ce métier, ce qui est un peu l'inverse de tous les parcours habituels où on doit un peu se battre un peu contre la famille pour faire ce genre de métier, parce que ce n'est pas considéré comme un métier, un vrai métier. Ouais, mais peut-être saltimbanque. Oui, voilà, c'est pour rigoler, quoi. Et moi, à l'inverse de beaucoup de mes collègues, c'est ma mère me voyant un peu perdu dans mes études et ne sachant, en voulant changer de direction, mais ne pas sachant laquelle, c'est elle qui m'a dit « Tu devrais essayer de présenter ton examen d'entrée à l'école de théâtre qui est, pour le coup, comme je suis belge, qui est à Bruxelles, qui est l'INSAS, l'Institut national supérieur des arts du spectacle. Je crois que je n'avais jamais même lu un Molière de ma vie. Et j'étais juste passionné par le mouvement. Ça, j'ai toujours été passionné par le mouvement. Je faisais des stages de mime quand j'étais jeune. J'ai été élevé à la bande dessinée, au dessin animé. Les livres la littérature ne m'attirait pas, mais par contre, la bande dessinée, oui.
Euh, et du coup, j'ai présenté mon examen d'entrée à la SAS, mais en bougeant plutôt qu'en parlant. Et vous avez été pris. Et j'ai quand même été pris. Et après, c'est à l'école où on m'a nettoyé, je vais dire, on m'a appris un peu à jouer avec les mots et un petit peu maîtriser ma corporalité qui était un petit peu exorbitante, on va Ouais. dire. Mais vous êtes aujourd'hui pas seulement comédien, vous êtes également clown, marionnettiste, metteur en scène. Et oui, et j'écris aussi parfois avec Valérie. Oui, oui, D'accord. j'ai cette chance aussi là de cumuler un peu toutes ces choses, mais c'est venu petit à petit. D'abord, au départ, je suis comédien. Mm. J'ai rencontré la marionnette plus tard et j'ai rencontré la mise en scène plus tard, après avoir... Rencontré Valérie Le Sort. Alors Voilà. comment vous vous êtes rencontrés justement et comment vous travaillez ensemble? Alors, on s'est rencontrés une première fois en 2004 sur un spectacle qui s'appelle Muséo Muséba, où Christian jouait et moi j'étais accessoiriste et plasticienne d'ailleurs, puisque je fabriquais aussi des gros costumes de Mickey très étranges. Et Christian avait besoin d'une plante qui bougeait bien et d'une perruque aussi qui bougeait avec son corps. Et en fait, Christian, quand il y a n'importe quel accessoire, n'importe quel costume, tout devient partenaire de jeu. Et moi, j'étais ravie parce que vu que j'avais déjà cette formation de comédienne aussi, le fait qu'il me demande un accessoire qui devient un partenaire de jeu, donc qui joue avec lui, c'est une manière aussi à moi d'exprimer cette partie en moi de comédienne un peu frustrée, je dois bien le dire. Donc, Plus maintenant. ah non, à l'époque, maintenant je suis plus du tout frustrée. Depuis que je t'ai rencontrée, je ne suis plus frustrée. Et donc, on a cherché cette plante, le rebond, comment elle pouvait bouger avec lui. Et on s'est très bien entendu à ce sujet parce que c'est presque une marionnette, en fait, ces objets-là. Et après, on s'est retrouvés, bon, ça c'est un peu nul, mais par hasard en 2010, grâce à Facebook, parce que j'ai fait une mauvaise manip et j'ai envoyé une demande d'amis à absolument tous mes contacts de mail. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais à la fois c'est miraculeux parce qu'on s'est écrit tout de suite et puis on s'est revus. Et là, c'est devenu une histoire d'amour. Et quelques années après, on s'est mis à travailler ensemble, mais un peu sans faire exprès. Mais ça, je vais te laisser un petit peu raconter si on passe. Vous voulez ajouter quelque chose? Ben voilà, je lui laisse la suite. Ben oui, en fait, ouais, c'est vrai que d'abord, on est un couple normal, on va dire. Et puis il m'est arrivé un jour Ara Pritian, qui était à l'époque à Canal+, qui m'avait fait venir dans son bureau et qui m'avait proposé de faire des petites capsules pour Canal. Voilà, et je suis rentré à la maison et j'avais aucune idée de quoi faire. J'avais pas envie de parler d'actualité parce que je ne me sentais pas à l'aise à toucher à la politique et toutes ces choses-là où je suis pas vraiment connaisseur et c'est pas une source d'inspiration pour moi. Et Valérie m'a dit, et si comme à l'époque c'était la chaîne de la marionnette et que je sortais d'une belle expérience avec un maître marionnettiste, Philippe Gentil, qui m'avait sensibilisé à la manipulation de la marionnette et notamment m'avait fait découvrir ce qu'on appelle les marionnettes hybrides, c'est-à-dire moitié comédien, moitié marionnette. Et dit, et si tu proposerais pas une marionnette comédien, entre guillemets, pour Canal, c'est la chaîne parfaite pour ça. Et puis voilà, j'ai trouvé l'idée formidable. Et puis on s'est mis Valérie a commencé à fabriquer cette marionnette. J'allais tous les jours dans l'atelier suivre la fabrication et on discutait tous les deux. Puis on a commencé à écrire des petits... On s'est dit qu'il fallait bien qu'elle raconte quelque chose. Oui, alors on a écrit des petits sketchs tous les deux et on a été proposé à Canal ce projet et ils nous ont fait... ils nous disaient c'est une bonne idée. On a fait un essai pour ces 4-5 premiers épisodes et après ils étaient très contents et on en a fait 30. Et on en a fait 30 et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, c'était formidable. On aimait bien travailler ensemble. Ouais. Ouais. Alors, comme c'est une émission consacrée au changement, comment vous êtes passé de la Belgique à la France et comment on devient sociétaire de la comédie française et à quoi correspond ce statut? Alors ça, c'est plusieurs changements. Effectivement, le premier changement, c'est le passage de frontière. D'abord, j'ai commencé pas bien loin de la frontière. J'ai commencé à travailler à Lille. J'ai été repéré par monsieur Daniel Mesguich, qui est venu faire une conférence à Bruxelles
Je me rappelle du titre de la conférence, c'était comédien, outil ou créateur, où M. Mesguich est venu faire une conférence. Et je jouais le soir même, après la conférence, dans ce théâtre, le théâtre Varia à Bruxelles. Et il est resté voir le spectacle. Et à la sortie du spectacle, il m'a engagé pour travailler dans son théâtre, qui maintenant s'appelle le Théâtre du Nord, qui à l'époque s'appelait le Théâtre de la Métaphore, pour faire un spectacle qui s'appelait Boulevard du Boulevard, où il réunissait un petit peu tous les acteurs rigolos qu'il avait rencontrés pour faire un gros spectacle de boulevard avec un mélange de Feydeau, Courteline, La Biche. Et voilà, donc c'est la première fois que j'ai travaillé en France. Et comment vous êtes devenu comédien de la Comédie Française? C'est se faire. C'est plus tard. Ça, c'est plus tard. J'étais un petit peu j'étais pendant très longtemps à cheval sur les deux pays, Belgique-France, Belgique-France. Et Vers 2008-2009, non? ouais, je suis rentré en 2008. Et quand Muriel Mayette, qui était l'administratrice de l'époque, m'a contacté, j'étais dans la compagnie Philippe Gentil, qui était un maître marionnettiste, pour remplacer Michel Villermoz, pour faire un remplacement. Et puis, il y avait une place vacante à la Comédie Française. J'étais un peu étonné de cette demande parce que je me sentais plutôt bougeur plutôt que parleur. Et là, j'allais rentrer dans le temple du verbe, hein, et de mon saint patron maintenant, Monsieur Molière. Et donc, je me dis, mais on ne refuse pas une demande comme ça. On essaye. Et donc, j'ai accepté la demande et aussitôt rentré, j'ai trouvé un accueil formidable avec une troupe qui m'a accueilli très gentiment. Et j'ai tout de suite trouvé ma place au sein de la troupe. Hein. C'était une époque où il commençait à y avoir un élargissement des engagements. C'est Muriel Mayette qui a amorcé ce mouvement-là, qui ensuite a été continué par Éric Ruff, on n'engage plus uniquement des gens qui sortent du Conservatoire de Paris, mais on prend des gens qui ont un peu des spécificités différentes, ce qui enrichit la troupe, et dont je fais partie maintenant. Et donc vous êtes devenu, au début on est pensionnaire, après on devient sociétaire. Sociétaire, d'un mot, ça correspond pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'on est engagé d'une manière un peu plus permanente, bien que c'est pas totalement permanent. C'est-à-dire qu'on peut on peut quitter la Comédie Française ou on peut être remercié de la Comédie Française, donc c'est pas un truc à vie. C'est un lieu qui nous est prêté. Et c'est un engagement un peu plus profond au sein de la troupe. On y met une empreinte un peu plus forte. On participe à des assemblées générales. On est un petit peu des petits patrons quand on est sociétaire. On prend des décisions avec l'administrateur. C'est un engagement plus grand. D'accord, alors venons-en à votre grand patron, justement, à Molière et à votre spectacle Le Bourgeois Gentilhomme. Pourquoi ce choix et est-ce que vous étiez d'accord tous les deux? Alors, c'était pas un choix. C'était, on avait rendez-vous, je me souviens, avec Éric Ruff. On savait pas du tout ce qu'il voulait nous proposer. Et tout d'un coup, il nous a dit, voilà, je voudrais que vous mettiez en scène Le Bourgeois Gentilhomme. Et on est tombés des nues. Mais vraiment, moi, je lui ai dit tout de suite, mais pourquoi? Pourquoi penser à nous pour ça? Pour moi, c'était vraiment dingue parce qu'on sortait de 20 milieux sous les mers, on sortait du voyage de Gulliver, des spectacles qui sont, ou La Mouche, où c'est toujours, il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de, la parole c'est pas ce qui est le plus important d'ailleurs dans nos spectacles en général, il y a beaucoup de corps. Et là, on arrivait avec un gros classique. Qu'est-ce que nous, on va amener dans cette pièce-là, quoi. Et pourtant, le fait que ce soit une comédie-ballet, ça a dû vous parler, ça, non? Alors, c'est vrai que la musique, ce qui est génial, c'est que la musique permet toutes les folies. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre en scène des opéras ou des comédies musicales. C'est un petit peu plus ma partie parce que, justement, ça permet de déployer tout un visuel. Vu que tout d'un coup, il y a de la musique, on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi pas alors mettre des images folles qui vont avec la musique. Donc c'est vrai que ça nous a aidés, mais à un moment ils disaient vous pouvez mettre des marionnettes, mais en fait nous on n'aime pas quand c'est plaqué, on n'aime pas quand il y a une idée de metteur en scène qui va être plus forte que
que l'œuvre et on veut respecter les œuvres. Oui, vous En fait, respectez on parfaitement le respecte. texte de Oui. Molière, mais vous Et ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu écrire, on n'est pas là pour marquer notre empreinte, sinon on fait un autre spectacle. Donc on a vraiment voulu trouver une idée qui nous ressemble et qui soit visuelle, mais qui respecte vraiment cette œuvre qui est géniale. Donc moi, le seul doute que j'avais pas, c'est en le relisant, je me suis dit, mais ça, Christian, Monsieur Jourdain, c'est parfait. Je le voyais déjà. Donc ça, j'avais un côté très rassurant, c'est déjà pas mal. Mmh. Et après, on a eu cette idée de musique des Balkans. C'est-à-dire Oui, que faut rappeler que c'est Lully, les airs. c'est Lully et Éric Ruff insistaient sur le fait qu'il fallait qu'il y ait la musique. Et nous, le baroque, on trouvait que ça tuait un peu la comédie. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était peut-être très dansant, très joyeux, mais nous, pour des oreilles de maintenant, c'est un peu Plombant. ouais, c'est un peu plombant. Donc vous avez en quelque sorte, vous avez balkanisé la musique. Balkanisé, ce qui nous a C'est-à-dire permis. Oui, alors on a demandé, parce qu'on est tous les deux complètement fans de Goran Bregovic, des films de Kusturica. On adore la musique des Balkans. C'est vraiment un truc qui nous réunit. On a même été en vacances à Guča, Ouais, dans un festival. le centre même du festival de cette musique-là. Ouais. Et donc on avait envie de cette musique qui est en plus à la fois, d'ailleurs c'est l'orchestre des mariages et des enterrements, le groupe de Goran Bregovic, parce que c'est à la fois très joyeux, mais il y a quelque chose de hyper émouvant, très fort, un peu dramatique aussi. Et nous, c'est comme ça aussi qu'on voyait l'œuvre du bourgeois gentilhomme, à la fois très drôle, mais il y a quelque chose de très triste aussi chez ce personnage. On va y revenir, ouais. Et donc de là, on a tiré en fait un fil visuel, c'est-à-dire on a commencé à penser aux trompettes, un espèce de monsieur qui bricole pour essayer d'avoir l'air d'être un noble, donc qui va, à partir de trompettes écrasées, créer tout un décor. Et ça nous a amené dans un univers qui est pas vraiment, on sait pas exactement où on est, dans quelle époque. On est parti un peu sur le même univers que Game of Thrones, par exemple, où on sait que c'est un petit peu c'est limite de la science-fiction, quoi. C'est un univers qui n'existe pas. Et alors les costumes, ils sont réalisés par votre costumière Vanessa Salino. Elle n'est pas qu'à nous, hein, mais ouais, mais on aime beaucoup travailler avec ça. Ils sont très beaux, très esthétiques et ils expriment bien les caractères des personnages. Donc voici, je vais en montrer quelques-unes de photos. Voici Christian Eck dans l'habit du bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain. Il est ridicule, mais il est touchant. Voici maintenant son épouse, Madame Jourdain, Sylvia Berger. Alors une riche bourgeoise, mais aussi une féministe, qui ne s'en laisse pas compter par son mari, mais qui compte bien ses sous. Ça, c'est son épouse. Ensuite, voici les aristocrates. Les aristocrates Dorimène, Françoise Gillard, et puis Dorante, Clément Hervieux Léger. Et alors, on peut dire que... Alors, si je puis me permettre. Oui, allez-y. Alors, Clément, qui est maintenant notre administrateur, c'est notre patron maintenant. C'est lui qui est qui a fait la création du rôle. Et maintenant, il est remplacé par Julien Frison, parce que sa charge de travail ne lui permet plus d'être avec nous tous les soirs, Clément. Et puis, c'est vrai que ce personnage avait des actions un peu, C'est les infâmes. un peu olé olé. Hein, notamment, il fricotait avec un cochon. Enfin, et maintenant... C'est pas sérieux pour un administrateur. Oui, voilà, exactement. En tout cas, ce sont les deux infâmes crapules, il faut bien le dire. Et puis, on ne peut pas oublier Nicole. Nicole, qui est Véronique Vella, qui est la servante, qui a son franc-parler. Et on peut dire qu'il dit tout haut ce que pense Jean-Baptiste Poquelin tout bas. Oui, tout à fait. Alors, il y a une exposition d'ailleurs à Compiègne. Oui. Dites-nous en plus de... Créature et création, création et créature. Je crois que c'est création et créature. C'est fou, je ne me rappelle plus du titre. Alors, c'est une... photographe Fabrice Robin. Oui, il y a 50 photos, très belles photos de Fabrice Robin. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'initiative de ce livre. C'est pas nous, on n'est pas vraiment auteurs. Nous, on a suivi ce beau mouvement. Il y a 50 photos on voit à peu près tous nos spectacles, tout ce qu'on a fait. On a avec Carole Allemand, qui est la plasticienne avec qui on travaille toujours aussi. Il y a des marionnettes, il y a des moulages. On explique un peu comment on fabrique une marionnette. Il y a des esquisses, il y a des petites sculptures aussi, des premiers croquis, quoi, des premiers essais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens pas.
Bah, c'est pas grave. Il y a des maquettes de décors aussi. Il y a des costumes de Vanessa Sanino. Enfin, ça, et des dessins, ouais. Et ça montre en fait tout cet univers et c'est assez émouvant. En fait, c'est beau de voir une espèce de famille réunie. Ah oui, on a un gros monstre aussi que j'avais fabriqué, un gros monstre vert. Enfin, des créatures. En plus, certaines sont dans des hangars depuis longtemps parce que malheureusement, à l'opéra, les opéras quelquefois jouent 6 fois. Donc, on a des magnifiques costumes, des magnifiques marionnettes qui restent enfermées dans des hangars pendant des années. Donc là, ils viennent prendre l'air à Compiègne et ça rend hommage au travail de tous et toutes. Et c'est assez, ouais, c'est une belle expo, je trouve. Et alors, dans votre travail, tout le monde sur scène et dans les costumes joue un rôle important. Et comment vous travaillez, vous, avec l'ensemble des participants? On travaille un peu, Main dans la main, hein. ouais, dès le début. On est très proche de la technique, en fait. Parce qu'on aime bien aussi tout ce qui est main, tout ce qui est manipulé à la main. Et puis, l'importance de la lumière aussi, l'importance du décor. Le décor, c'est une machine à jeu. Euh, euh, quand on, parce qu'en fait, nous, on a deux sortes de spectacles bien distincts. On a les spectacles que nous écrivons Oui. et les spectacles qui sont les commandes. Par exemple, Le bourgeois gentil. le bourgeois en est une. À l'opéra, en général, c'est des commandes aussi. Et ce qu'on fait en compagnie, nous l'écrivons. Et quand on réfléchit sur un spectacle, on s'entoure déjà très vite de, par exemple, Pascal Lagilly qui fait la lumière, parce qu'il va nous orienter tout de suite sur ce qui est possible à faire, ce qui n'est pas possible à faire. On a très vite besoin d'imaginer un décor, donc on rencontre le scénographe ou la scénographe et on discute, on échange avec lui ou elle pour savoir qu'est-ce qui est possible à faire. Et puis quand on répète, on aime bien être proche des machinistes, des cintriers, parce que on est très sensible au mouvement des objets, des déplacements des décors. On a besoin que ça respire comme un acteur, en fait. C'est des acteurs en eux-mêmes. Ouais. On a des grandes contraintes techniques aussi, c'est-à-dire quand on arrive avec un spectacle, on sait à peu près tout. On n'a pas du tout de travail au plateau de recherche. Évidemment, tout le monde peut un petit peu s'exprimer quand même et les comédiens peuvent proposer des choses, mais c'est vrai qu'on arrive avec souvent des objets très, très écrits, puisqu'il y a toutes ces contraintes techniques. Par exemple, je sais pas, dans 20 milieux sous les mers, les comédiens, on les voit sur scène, ils jouent leur rôle, mais dès qu'ils sont plus sur scène, ils sont en train de manipuler des marionnettes. Donc tout est écrit en fonction de ça, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à notre adaptation en fonction de cette contrainte technique. Donc il y a par exemple 2 habilleuses sur 20 milieux sous les mers, et elles suivent toute la tournée parce que c'est des machines de guerre. Ça va à une vitesse folle. Et il suffit qu'une habilleuse se torde la cheville et le spectacle, on arrête, on peut plus en fait. Et c'est assez beau parce que c'est vraiment un ballet derrière et on dépend tous les uns des autres. Et on pousse chaque métier un petit peu. Oui, à son maximum. Personne ne s'embête, c'est comme Non. Alors, dans votre interprétation du bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, il est ridicule et vaniteux, mais il est aussi touchant. Il a des rêves d'enfant. Alors, son objectif, c'est pas d'accumuler plus d'argent, mais c'est de devenir aristocrate et d'en avoir les vertus, c'est-à-dire l'honneur et les bonnes manières. Oui. L'honneur, c'est dans le texte de Molière. Oui. Il voudrait être ce qu'il n'est pas. Avec toute la bonne volonté du monde. Ce qui est touchant, c'est sa bonne volonté. C'est sa gourmandise d'apprendre. De savoir manier les épées. Faire de la musique, faire de l'escrime, danser magnifiquement. D'écrire les poèmes. Pouvoir philosopher. Et c'est en ça que... C'est pas toujours pour des bonnes raisons. Mais C'est pas toujours pour des bonnes raisons. Mais moi, j'ai toujours comme parti pris, et pour le coup, Valérie aussi d'ailleurs, c'est de défendre ces personnages à défaut. Parce qu'on peut parler de défauts, entre guillemets. Mais ces défauts, ils racontent l'humanité. Et, les défauts, c'est souvent les revers de la médaille de nos qualités. En plus. Oui, tout à fait. Et il n'y a rien de tel pour parler de l'humain que de parler de ses défauts. Et c'est ce en quoi M. Jourdain me touche particulièrement. Et en plus, Valérie a une idée sublime, c'est que ce qui n'est pas écrit
vraiment dans la pièce de Molière, mais à la fin, Oui. Monsieur Jourdain Le tableau final. se rend compte qu'il a été grugé, qu'on lui a fait une sacrée blague pendant Que tous ses rêves tout s'envolent. du long. Ouais. Et donc le théâtre s'effondre. Je raconte pas tout, hein, parce qu'il y a des choses à voir, ouais. J'arrête. Si. En tout cas, il s'en rend compte. En Voilà. tout cas, c'est vous qui l'avez ajouté, ce tableau final, et c'est pas dans le Oui. texte de Molière. Non, on voulait qu'il soit attachant. Puis en plus, tout tourne tellement autour de ce personnage-là que s'il est agaçant, parce qu'il est affreux quand même, avec les femmes, avec sa femme. Et c'est marrant que vous ayez dit d'ailleurs qu'elle était féministe et qu'elle comptait bien ses sous. Oui, mais c'est Mais parce que cette phrase, elle résonne Oui. énormément. J'aurais pour moi toutes les femmes. Oui, exactement. Et c'est marrant, j'avais jamais entendu. Alors elle, c'est une super comédienne et forcément, Oui. la manière dont elle le balance et compter ses sous, en fait, on a échangé. C'est-à-dire que dans la vraie pièce, c'est lui qui dit tout ce que doit Dorante. Et nous, on s'est dit, c'est plus intéressant en fait que ce soit elle qui tienne les comptes. Oui, elle apparaît vraiment comme une vraie bourgeoise et fière de l'être, Ouais. contrairement à lui. En fait, vous n'avez pas tort. Mais ça lui a donné un peu plus d'importance parce que les femmes sont pas toujours gâtées dans les pièces un peu. Eux, ils s'en foutent de l'argent qu'ils donnent. Oui, l'important, c'est le titre. Exactement. Et donc, il est victime d'une double méprise, Monsieur Jourdain. Premièrement, il pense que l'argent peut acheter les titres de noblesse. Oui. Et deuxièmement, il croit en la sincérité des aristocrates. Il est quand même un grand naïf. Et il est même prêt à donner de sa chair, puisqu'il va jusqu'à dire « Je voudrais qu'il m'eût coûté 2 doigts de la main et d'être né comte ou marquis. Mm. » Oui, il est prêt à ça. Ah oui. Et a donné sa fille sans problème. Oui. Oui, pour qu'elle soit marquise. Pour qu'elle soit marquise. Oui, des hommes. Comme dans le malade imaginaire, c'est le même schéma. Le malade est prêt à marier sa fille avec un horrible, étudiant en médecine pour être sûr d'avoir un médecin dans la famille pour soigner ses prétendues maladies. C'est le même schéma. Ce qui est totalement hypochondriaque. Valérie, il y a aussi dans votre mise en scène époustouflante un retour à l'enfance. Quand on joue on dirait que ça c'est un château, que moi je suis un dragon. Et alors dans la Grande Turquerie, durant laquelle Monsieur Jourdain devient Mamamouchi, les costumes des Turcs et du Moufti, ils sont faits de bric et de broc, avec un abat-jour, des légumes, des ustensiles de cuisine, donc comme dans les jeux d'enfants. Et puis il y a même sur scène la venue donc d'un pseudo-éléphant qu'on voit ici avec Christian Eck. Je sais que vous n'aimez pas la photo. J'aime pas cette photo. J'aime pas qu'on le voit de près. C'est fait pour du théâtre. Ouais. On ne reconnaît pas du tout l'éléphant. Non, alors qu'il est beau de loin. Ouais. Alors, racontez-nous un peu cette grande turquerie. L'idée est venue parce que en lisant la pièce et en voyant un peu tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, depuis 1680, enfin, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été écrite, mais dans ces eaux-là, du bourgeois gentilhomme, je me disais, c'est quand même bizarre qu'ils aient toujours des costumes de Turcs. Pourquoi ils ont des costumes de Turcs chez eux? C'est quand même personne. Oui. Ça choque personne. Oui, surtout qu'ils décident de faire la blague à Monsieur Jourdain et un quart d'heure après, Ben oui. et tous les Turcs débarquent. Oui, donc c'est un peu étonnant. Donc je me suis dit comment on pourrait faire et si ils prenaient des choses qu'ils ont chez eux, parce qu'en plus c'est toujours les domestiques qui sont les plus malins, les plus intelligents et qui Ça, c'est Molière. qui finalement ont la bonne morale et les bonnes idées. Donc ils n'ont pas forcément d'argent en plus. Donc ils vont faire croire et en plus il est tellement naïf, c'est super beau que les choses soient faites de bric et de broc. Il a tellement envie d'y croire que de toute façon on peut faire n'importe quoi devant lui. On lui donne quand même comme sceptre un balai pour nettoyer les toilettes et il s'en rend pas compte. En fait, tout à travers ses yeux. Et en fait, c'est joli parce que c'est comme le spectateur. C'est-à-dire que quand, là, vous avez lu l'éléphant, il est fait de choses qu'on a été chercher dans la réserve des costumes de la Comédie Française. Donc, c'est vraiment que des bouts de couverture, des choses. Et ce qui est beau, c'est que moi, vu que je suis pas sur scène, je suis dans le public et que quand il arrive de loin, on voit pas très bien et il y a des gens qui disent oh, il y a un éléphant. Donc en fait, ils ont la même naïveté que Monsieur Jourdain et ça raconte bien le spectacle en fait. Le monde du théâtre vivant. D'ailleurs, vous avez un bidet sur la tête pour avec du papier toilette que l'on tire. Un urinoir. Ouais. Oui. Et oui. Ouais, mais ça devient très beau. Pour devenir Mamamouchi. Oui. En fait, et comme tout ça est fait, ça a l'air grossier comme ça, mais c'est fait avec... c'est esthétiquement vraiment beau. Ouais, c'est de la fantaisie. Et c'est toujours bien de faire
de faire cette comédie dans en fait, Dans un écrin. présentée dans un très bel écrin. Ça lui donne de la valeur, en fait. Mais d'ailleurs, c'est aussi l'avantage de travailler avec des gens depuis longtemps, comme Vanessa Sanino, qui, Costumière. la costumière, c'est les idées vont toujours venir de nous à la base. Et donc, moi, je vais lui dire, faudrait qu'on ait les Turcs, ils aient pris des légumes, sauf que ça devient super beau. Et elle garde l'humour, mais elle sublime la chose. Et ça devient presque une sorte de fashion week. Alors que c'est que si on regarde en détail, il y a des milliards de détails. C'est vraiment beau, quoi. Et en plus, finalement, cette scène, elle met quand même en scène des thèmes d'une grande actualité, enfin, qui sont d'une perpétuelle actualité. Ça Ce sont l'être et le paraître, le sens de la vie, le pouvoir de l'argent. C'est là que Molière est fort, c'est-à-dire qu'il a mis le doigt sur les problèmes humains et les défauts humains qui, malheureusement, ce sera pour toujours, quoi. Ça changera jamais, je pense. Ah ouais, c'est Ouais. dingue. Et dans vos spectacles, Christian Hec, il y a beaucoup d'humour, de rire, de poésie et de surréalisme. Pourquoi? Est-ce que ça a un parfum belge? Ah non, ça m'énerve, moi, ça, hein. Ah, voilà. Ah non, mais ça m'énerve parce qu'en fait, on n'a pas chacun une mission dans les spectacles et que non, mais vraiment, c'est pas du tout contre vous, mais il y a quand même ce truc où Christian va avoir des idées visuelles aussi, où on va chercher ensemble. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des trucs drôles, on pense que on me dit c'est belge, alors que moi je viens de Marseille. Surréaliste. Ouais, je dirais qu'il y a un vas-y, défends-moi. parfum. Non, mais c'est vrai. Souvent, les trucs drôles, on pense que ça vient de toi Ça dépend de toi. ou dans la direction d'acteur et tout, alors que Ben, ça dépend. on dit toujours belge et moi, ça me vexe parce que je Non, ne suis mais- pas belge. Ah mais non, mais c'est C'est bien d'être de côté de Marseille aussi. Non, Oui, mais ça, on n'en parle pas. mais peut-être que ce qui vous fait dire ça aussi, enfin, euh, j'ai une, j'ai une vis comica bien avant de rencontrer Valérie, mais je ne pense pas que ce soit dû à ma belgitude. ah, voilà. Toi, oui, comme comédien. Oui, c'est ça que je peut-être. veux dire. Mais dans les spectacles en général, par exemple, les Turcs et tout ça, c'est pas. Ça Non, peut être. c'est Mais un- si, oui, mais c'est quand même un peu surréaliste. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui, c'est vrai. Je suis coup, poétique, moi, mais bon. Pardon, je me tais. Mais voilà. Donc, Euh, pas de parfum belge, alors. Ah bah si. C'est j'ai du mal à distiller ce qui est belge, ce qui est français. Je suis un mélange des deux et c'est vrai que le surréalisme, euh, on est un peu le berceau du surréalisme en Belgique, mais c'est vrai que Valérie a ce côté-là aussi. Et Elle n'est pas belge, oui. oui, j'ai du mal à. Ah. Enfin, Je suis loin de la Belgique. Non, mais j'aime beaucoup la Belgique en plus. il y a un regard, il y a un regard différent. Mais Valérie là aussi, c'est ça qui est qui est compliqué à démêler, c'est que en Belgique, on est moins, on a un autre rapport au texte qu'en France. En France, on va respecter, on a plus de respect pour un auteur, surtout Molière. Oui. On a C'est peur trop d'y intouchable. toucher, Ouais. on a peur d'y mettre les doigts, alors qu'en Belgique, le français n'est pas la langue maîtresse de la Belgique, c'est le flamand. Cette langue nous appartient un peu moins. C'est quand même un pays trilingue, qui est un pays carrefour, qui est traversé par plein de nationalités, qui est moins franco-français. Et du coup, il y a un autre rapport au texte, peut-être un peu plus libre, euh, un peu plus, ouais, un peu plus dévergondé, on va Un peu dire. moins cérébral. Ouais, plus direct. La façon de s'exprimer aussi, elle est différente. Les textes sont plus simples dans les discours ou dans. Et peut-être que. Et il y a aussi, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, il y a cette fameuse dérision, il y a cette fameuse manière de ne pas se prendre au sérieux. Et on a intérêt à ne pas prendre au sérieux, parce que c'est un tout petit pays qui, certes, a des grands artistes, beaucoup aussi chez les Flamands. On est influencé par ce mouvement flamand qui, eux, ont une langue qui est une toute petite langue qui est parlée dans peu d'endroits dans le monde et qui ont donc, du coup, ont peu d'auteurs et qui s'expriment de manière différente. Les acteurs flamands, ils ont une très grande présence physique.
ils sont très forts dans le mouvement, dans la danse, dans la mode. Et peut-être que nous, francophones, on est attirés, on est influencés pas sans doute, très certainement, on est influencé par cette cohabitation qui, j'espère, va durer le plus longtemps possible. Là, je pousse un cri d'union belge. Et voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui sont différentes. Alors Valérie Le Sort, il y a aussi de la peur, voire de la terreur et du grand guignol avec vous. Ça, c'est quand on me dit que ce qui est drôle dans les spectacles, c'est le côté belge. Je deviens comme ça. Oui. Que dire? C'est vrai que le gore, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi. Mais c'est pareil. En fait, moi, je trouve ça assez beau, ça. Oui, bien sûr. Mais c'est à la fois horrible. Oui. Et c'est là qu'on retrouve l'amour de Michael Jackson aussi. C'était c'était un cabaret horrifique à l'Opéra Comique. C'est le premier spectacle que j'ai mis en scène toute seule, d'ailleurs. Et c'était un cabaret avec 2 chanteurs lyriques, un pianiste et moi qui était bruiteuse. Et on a cherché tous les airs des airs d'opéra qui pouvaient parler d'horreur ou qui faisaient peur. Et on était des sortes de morts-vivants comme ça. Parce que la musique, elle joue un rôle important dans tous vos spectacles, non? Enfin, en tout cas, dans beaucoup de spectacles. Ouais, elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais comme je disais, ça ça permet toutes les folies, quoi. Là, dans le Bourgeois Gentilhomme, vous arrivez avec à la fin, on vous voit même avec le saxophone basse. Oui. Oui, Moi, dès le début, ça commence par de la musique, mais vous par les cuivres. En fait, on a fait un peu ce spectacle, pour être honnête. Monsieur Jourdain, en fait, il me ressemble un petit peu. C'est-à-dire que, je vais être honnête, j'ai toujours aimé la danse, même si je suis pas danseur. De l'escrime, j'en ai fait beaucoup. Je rêve de bien jouer. Je ne suis qu'un musicien amateur, mais cette musique, je rêve d'en jouer. Et là, j'ai la chance de jouer un petit peu avec des super musiciens qui font la musique des Balkans. Je suis dirigé par un super, Rémi qui est un chorégraphe. Je peux danser, mais en même temps, pour On vous dit votre grandeur. oui, voilà, exactement. Et de l'escrime, j'en fais aussi. Donc, mais pour se moquer de la maladresse de l'escrime, de la musique, de la danse, il faut quand même avoir une petite dextérité il faut savoir un petit peu le faire pour pouvoir se permettre de jouer la maladresse. Pour jouer la maladresse, il faut être quand même un peu adroit. Mais dans la vie, tu fais pas ça pour pouvoir briller. Tu fais pas ça pour devenir artiste. Tu fais ça pour des bonnes raisons. Parce que tu es curieux et tu es gourmand de plein de choses. C'est ce qu'il est aussi, Monsieur Jourdain. Oui, un peu les deux. Ouais. Alors, il y a aussi beaucoup de techniques, vous l'avez dit, et vous utilisez donc les marionnettes. Et vous avez fait entrer les marionnettes à la Comédie Française, non? Mais pas vraiment, je crois. C'est ça qu'on dit, mais c'est pas très juste parce que je crois qu'il y en a eu avant. En tout cas, les comédiens, ils ont appris à devenir marionnettistes. Oui, c'est vrai. Grâce à vous, quand même. Pourquoi? C'est-à-dire que on a poussé la manipulation de manière plus profonde quand même, parce que on est sur de la manipulation beaucoup plus élaborée, où les mains sont vraiment un prolongement de l'expression du comédien. Et d'ailleurs, on y a passé beaucoup de temps, et ça nous rassurait aussi un petit peu, à Valérie et moi, c'était notre toute première mise en scène. C'était donc 20 milieux sous les mers, où là, pour le coup, il y a beaucoup de marionnettes. 20 milieux sous les mers, vous nous avez dit que vous aimiez les marionnettes particulièrement hybrides. Et donc, vous voilà en araignée de mer, Christian Hack. Décrivez-nous là un peu, parce que cette araignée lui manque... Déjà, pour être honnête, il lui manque une paire de pattes, puisque une araignée, normalement, ça en a 8 pattes. Mais alors là, ce qui est génial sur cette photo, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais on est 3 en tout. Il y a 2 manipulateurs, on devine un peu leur visage en dessous de leur cagoule. En haut alors? Oui, en haut. En haut, exactement. De part et d'autre. Ouais. Voilà. Et donc, donc c'est une marionnette hybride. Pourquoi? Parce que il y a une partie de l'acteur qui est mon visage, et moi je manipule les deux pinces à l'avant, et mes comparses manipulent chacun une paire de pattes.
Et donc ça, c'était pour le spectacle des 20 milieux sous les mers à partir du roman de Jules Verne. Oui, enfin, Ça n'existe pas dans le... en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on avait aussi envie, quelquefois, on se sert du spectacle parce qu'on a envie de faire des choses visuelles. Donc, on va changer un petit peu l'adaptation, on va prendre des libertés parce que, en fait, on avait envie de mettre une marionnette hybride de... je crois que c'est moi qui j'avais dessiné ce truc-là et on savait pas comment le caser. Et en fait, ce qu'on a inventé, c'est que le professeur Aronnax se prend une flèche d'un des sauvages qui est empoisonné et donc ça le drogue et il a des hallucinations. Et donc il voit le capitaine Nemo apparaître comme ça, il voit une méduse géante parce qu'on avait envie de mettre une méduse géante, donc on s'est permis quelques petites libertés pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est notre, on appelle ça notre spectacle fondateur. C'est le tout premier. Des 20 milieux sous les mers. Oui. Qui tourne, d'ailleurs, qui a 12 ans et qui tourne toujours. Qui est toujours en route, sur les routes de Il France. s'est même reproduit en Chine. Oui. On était monté en Chine aussi. Voilà, c'est notre premier bébé. Et alors, pour continuer ce que j'avais commencé à expliquer, on s'est amusé avec les comédiens. Parce qu'on avait aussi comme cahier des charges de ne pas engager de manipulateurs professionnels. C'est pour ça Oui, c'est pour ça que les comédiens sont devenus marionnettes. Exactement, c'est comme ça comme Valérie le raconte. Après, quand on a eu le feu vert pour le monter et qu'on a parachevé l'écriture de ce spectacle, on a fait en sorte d'avoir toujours des mains disponibles chez les acteurs pour pouvoir manipuler les marionnettes. Les marionnettes qui, pour le coup, évoluaient principalement dans l'élément eau, puisque c'est le grand hublot central du sous-marin. Pour animer ce grand hublot, on avait ces marionnettes aquatiques. Et donc, on a dû découvrir tout ça ensemble, comment donner l'illusion de l'eau avec ces marionnettes. Et c'était passionnant. Et ça demandait de la manipulation quand même assez poussée. Et la formation était assez longue quand même. C'est-à-dire qu'en plus du temps normal de répétition qu'on a d'habitude sur un spectacle, on a demandé un rajout de répétition pour découvrir ces marionnettes. Parce qu'une marionnette, toujours, quand on a une nouvelle marionnette en main, on ne sait jamais comment elle fonctionne. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des règles de base, mais... Donc c'est artisanal. Il faut la découvrir. Il faut la découvrir. Et on continuait à les modifier pendant les répétitions aussi. On avait un atelier à côté. Et c'est vrai que jusqu'à la représentation générale, on ne savait absolument pas si on avait fait quelque chose de bien ou pas. C'était tellement technique, tellement compliqué. C'était notre premier spectacle, donc on n'avait pas du tout le recul. On avait un trac fou et on a découvert avec l'effet que ça faisait sur le public ce jour-là, quoi. On s'est dit, on a vu les gens avec des yeux comme ça et qui retombaient en enfance. C'est toujours un peu le film. Ouais, c'est toujours ça qui revient. Je pense que c'est le côté visuel et puis le jeu de Christian aussi qui ramène à quelque chose de très enfantin, très naïf, quoi. Et puis, pour en remettre une couche sur l'enfance, c'est notre outil principal, c'est l'enfance. Enfin, le jeu, je me répète beaucoup. Mais je pense que tous les artistes, mais tu vois, on dit jouer déjà, donc... Ce qu'on fait là, on l'a rêvé enfant. On l'a rêvé. Moi, petit, j'ai dû rêver de piloter un sous-marin, mais comme c'est trop compliqué, je l'ai fait dans 20 milieux sous les mers en capitaine Nemo. C'est encore mieux. C'est plus facile, en fait. Le Bourgeois Gentilhomme, en tout cas, est joué jusqu'au 8 mars au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il sera encore repris la saison prochaine à la Comédie Française. Et le cabaret théâtral Que d'espoir d'Anouk Lévin, lui, se jouera à Lyon du 5 au 14 mars prochain. Après, quels sont vos projets ? Alors, je mets en scène la vie parisienne d'Offenbach avec les comédiens de la Comédie Française, mais au Châtelet, puisque c'est hors les murs, puisque la Comédie Française est encore en travaux. Puis de toute façon, il y a un énorme orchestre, donc il faut que ce soit hors les murs. Et ça, c'est à partir du 12 juin au Châtelet, donc. Et Christian joue dedans le baron. Merci. De Gondremar. Merci infiniment à vous deux. Merci à vous. Merci Valérie Le Sort. Merci beaucoup Christian Eck. Merci à vous tous de votre attention. On vous dit à très vite et on se quitte tout de suite avec la bande-annonce de ce spectacle merveilleux, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Que voulez-vous ?
Et c'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble.